Donc, en fait, M. Delcolle m'a demandé de présenter sur la chaire Myélome Canada qui a été annoncée il y a 3 ans autour de ça à l'Université de Montréal, qui est la deuxième chaire sur le myélome multiple au Canada, la première étant à Toronto. Donc, juste vous parler, en fait, mettre un peu le terrain, pourquoi on avait la volonté de faire ce qu'on appelle une chaire de myélome multiple, puis c'est quoi une chaire myélome multiple, pour que vous soyez un peu au courant de cet aspect-là relié à Myélome Canada, qui a été un donateur nécessaire à l'existence de cette chaire-là. Myélome multiple, vous savez, en fait, il n'y a pas de maladies qui ne sont pas complexes, mais parmi les maladies complexes, le myélome multiple fait partie de ceux-là. C'est une maladie complexe qui demande beaucoup d'expertise. Quelqu'un ne peut pas s'improviser docteur sur le myélome multiple, il faut avoir de l'expertise. Donc, c'est un cancer qui est relativement complexe où on sait qu'il existe des cellules souches qui vont être des cellules qui vont reformer, pour ce qui est des cellules souches hématopoïétiques, ils vont reformer toutes les populations de cellules sanguines, globules blancs, plaquettes, globules rouges, ainsi de suite. Donc, c'est ce que vous voyez ici. Et parmi les cellules que les cellules souches ou les cellules progénitrices vont former, il y a des lymphocytes B qui sont des cellules du système immunitaire. Ou quand cette cellule-là mature jusqu'au bout, jusqu'où elle doit maturer, ça va former ce qu'on appelle des plasmocytes, des cellules du système immunitaire dont le but est de sécréter des anticorps, qui est partie intégrante du système immunitaire. Pour des raisons qu'on ignore, pendant le développement, pendant l'ontogénie, pendant le développement de ces cellules-là, les plasmocytes en devenir, il peut se passer des insultes génétiques au niveau des gènes ou encore ce qu'on appelle des insultes d'événements régulateurs des gènes qu'on appelle épigénétiques, si vous voulez, pour donner un comportement anormal aux plasmocytes. Puis quand les comportements anormaux des plasmocytes vont avoir un comportement, si vous voulez, cancéreux, on va dire que ces plasmocytes-là ne sont pas des plasmocytes, ce sont des cellules myélomateuses. Un patient a un myélome multiple. Donc, une cellule de myélome multiple, c'est très, très, très fragile. Si je la sors de son environnement puis je la mets en culture, elle va mourir rapidement. Si je mets un petit peu de cortisone, de décadron, de prédnisone, rapidement, en termes de minutes et heures, la cellule va mourir. Par contre, quand elle migre dans la moelle osseuse, elle va adhérer aux cellules qu'on appelle des cellules de soutien, les cellules stromales de la moelle osseuse. Ils vont adhérer aux cellules stromales, puis là, la cellule myélomateuse devient très résistante. Elle est difficile à détruire. Donc, c'est un peu tout ce contexte-là de maladie relativement complexe qui demande une expertise. Parallèlement à ça, donc, on sait que toutes les manifestations du myélome multiple proviennent de 2 choses. Une première, c'est l'accumulation de cellules de myélome multiple dans l'organisme d'un patient. Et le deuxième événement qui peut se passer, qui peut donner des manifestations cliniques, c'est l'accumulation d'anticorps ou de portions d'anticorps. On sait que les cellules de myélome multiple, ils ont un tropisme, ils ont une attirance particulière pour la moelle osseuse qui leur donne beaucoup de résistance. Donc, quand les cellules s'accumulent dans notre usine à production des cellules du sang, bien, ça va générer de l'anémie, les globules rouges qui baissent, ce qu'on appelle des thrombopénies quand les plaquettes baissent avec les risques de saignement, des neutropénies avec une baisse de certains types ou sous-types de globules blancs qui va générer ou augmenter les risques d'infection. Étant donné que la moelle osseuse est adjacente à l'os, quand il y a une adhésion des cellules de myélome multiple sur les cellules de la moelle osseuse, ça va libérer toutes sortes de médiateurs qui vont avoir un impact négatif pour l'os, où l'os va se fragiliser avec les risques, les douleurs, les risques de fracture ou carrément des fractures, des risques d'hypercalcémie où le calcium dans l'os, si vous voulez, est libéré dans la circulation avec toutes sortes de symptômes des patients. Et parfois, les cellules de myélome, bon, on appelle ça une tumeur liquide parce que c'est un peu plus diffus dans la moelle osseuse, mais parfois, ça peut avoir un comportement un peu plus de masse tumorale localisée qu'on appelle des plasmocytomes. Puis selon la localisation du plasmocytome, ça peut donner une manifestation pour les patients au niveau de l'os ou ailleurs. Donc, selon le site, ça donne des manifestations différentes. Quand les anticorps ou portions d'anticorps s'accumulent, la manifestation de loin la plus fréquente, c'est de l'insuffisance rénale que ça donne. Un des organes cibles du myélome, en plus d'être la moelle osseuse, en plus d'être l'os, c'est le rein. C'est par manifestation pas tant des cellules de myélome multiple directement, mais plutôt que leurs produits de sécrétion qui sont les anticorps, qui sont à une certaine quantité dans le sang. Quand ils passent une certaine quantité, puis selon la structure de l'anticorps, peut être toxique pour le rein. Au fil des années, on a eu plusieurs traitements. En 62, le melphalan a fait son apparition en myélome multiple. On l'a appelé melphalan parce qu'initialement, on croyait qu'il y avait de l'activité pour le mélanome, d'où le terme melphalan. On s'est aperçu que oui, in vitro, en éprouvette, c'était bien bon pour le melphalan, mais en pratique,
pas si bon que ça. Par contre, en myélome multiple, en 62, on a vu que c'est notre premier agent qui a démontré de l'efficacité. Un peu plus tard, donc, on a eu un petit frère du melphalan qu'on appelle le Prostox ou la cyclophosphamide. Le melphalan a été combiné à prédnisone fin des années 60. On a eu un régime un peu plus toxique, mais qu'on a utilisé longtemps avant d'avoir accès à des nouveaux médicaments un peu moins toxiques qu'on appelle le VAD. Milieu des années 90, l'autogreffe a fait son entrée où on a démontré par des études de phase 3 qu'il y avait un bénéfice même de survie pour des gens qui sont autogreffés quand ils sont éligibles à l'autogreffe. Et à partir de 99, il y a eu un boom. Il y a eu un boom, on a plusieurs nouveaux médicaments qui sont maintenant commercialisés et plusieurs médicaments qui sont en évaluation, en recherche clinique, qui sont très prometteurs. Il y a la thalidomide, il y a le bortezomib qui est le Velcade, il y a le lénalidomide qui est le Revlimid, le pomalidomide qui est le Pomalyst. Plus récemment, il y a eu le carfilzomib en janvier. Santé Canada a accepté le carfilzomib dans un contexte de combinaison avec le Revlimid et le Decadron. La semaine dernière, on a entendu parler du daratumumab qui a été accepté par Santé Canada. Donc, il y a plusieurs médicaments qui s'en viennent, qui sont pas nécessairement encore commercialisés pour tout, mais donc ça avance. Ça avance jamais assez vite pour les patients, ça avance jamais assez vite pour les docteurs, mais ça avance. Ce qui est standard avec ce qu'on a de disponible au Québec, donc pour les patients éligibles, il y a la chimiothérapie d'induction, où la majorité des gens ont ce qu'on appelle le protocole CyBorD qui inclut le Velcade. Après ça, c'est le processus de la greffe avec la chimiothérapie à haute dose, puis on réinfuse les cellules souches. Et après, on a le choix de consolidation. Comme je vous ai mentionné dans la présentation initiale, consolidation, c'est pas un traitement qui est recommandé. On n'a pas encore d'études qui nous balisent réellement pour nous dire que ça vaut la peine de le prescrire, mais le traitement d'entretien fait sa place actuellement. Et lors de la récidive, on traite les récidives. Pour les patients non éligibles à la greffe, le schéma de traitement est moins complexe. C'est des traitements de plus longue durée avec différents agents, soit le Velcade, soit la thalidomide. On a un régime ici, lénalidomide Decadron, qui n'est pas encore disponible en première ligne pour des gens non éligibles à la greffe au Québec. Mais donc, c'est des options de traitement que l'on a où, quand la maladie revient, on traite la maladie en utilisant tous les médicaments qui ont démontré le plus d'efficacité. Nos 3 médicaments les plus efficaces, bortezomib, lénalidomide, pomalidomide, dans ce qui est commercialement disponible présentement, en dehors d'études cliniques. Cette slide-là, c'est pas pour vous présenter chacun des médicaments, c'est juste pour vous montrer que des médicaments prometteurs qui sont en évaluation clinique, en recherche clinique, soit de phase 1, phase 2, phase 3. Donc, de plusieurs médicaments prometteurs qui sont en évaluation. Juste pour donner un peu d'espoir, il y a vraiment un boom technologique qui a une répercussion sur des médicaments qui sont potentiellement utiles en myélome multiple. Au fil des années, on risque de voir quelques-uns ou plusieurs, souhaitons-le, de ces médicaments-là qui démontrent un impact vraiment favorable pour les gens atteints d'un myélome multiple. La raison pour laquelle je vous parle de tout ça, c'est que, dans le contexte de la chair, c'est que la maladie est complexe. Il y a plusieurs traitements, il y en a de plus en plus. Les combinaisons peuvent être différentes et c'est difficile de suivre la littérature. J'ai fait un schéma au fil du temps, 1980, 85, ainsi de suite, 2010, 11, 12, 13, la quantité d'articles publiés qui touchent le myélome multiple, de près ou de loin, que ce soit des modèles animaux, que ce soit in vitro, que ce soit chez l'être humain, pour des études qu'on appelle de phase 1, phase 2, phase 3, mais tout ce qui est publié en myélome multiple, on voit qu'il y a beaucoup et de plus en plus d'études publiées en myélome multiple. C'est difficile de se tenir à jour. Donc, c'est un peu dans ce contexte-là qu'on voulait créer un noyau à Maisonneuve-Rosemont de gens qui développent l'expertise sur le myélome multiple. Deuxième raison pour laquelle on désirait avoir une chaire et ce noyau d'expertise-là, c'est quand on fait des demandes de financement pour la recherche, entre autres pour le cancer, le cancer du sein, son incidence, c'est à peu près 13,5 % de tous les cancers. Le sein, 12,8 %. Cancer colorectal autour de 12,7. Cancer de la prostate, 12,2. Ces 4 cancers-là correspondent à un peu plus de 50 % des cancers. Quand on regarde le myélome multiple, c'est 1,4 %. Donc, quand on fait des demandes de bourse, il faut être méchamment convaincant pour avoir du financement pour des études. C'est très compétitif, c'est très difficile. C'est difficile de se donner des ressources financières pour l'étude du myélome multiple. Deuxième raison pour laquelle on désirait avoir une chaire qui est devenue la chaire Myélome Canada. Une troisième raison, c'est qu'il y a place à l'amélioration, vous le savez, en myélome multiple, où au fil des années, l'évolution des gens qui ont un myélome multiple s'est améliorée. Pas juste sur papier, en réalité, les gens vivent plus longtemps et les gens vivent avec une meilleure qualité de vie. Dans les débuts des années 90, avec les outils que l'on avait, les survies médianes des gens qui avaient un myélome multiple étaient plus de l'ordre de 2 à 3 ans. C'est pas
le chiffre pour tous les patients, c'est une médiane. Il y a des gens malheureusement à gauche de ça, il y a des gens heureusement à droite de ça. Mais c'était des médianes. Fin des années 90, c'est plus de l'ordre de 3 à 4 ans. Aujourd'hui, c'est de 5 ans et plus selon les séries d'études que l'on regarde. Donc, ça s'améliore. Ça s'améliore pas pour tout le monde. Les gens qui ont des facteurs de mauvais risque, les survies sont moindres que ce qu'on voit en moyenne. Donc, il y a réellement place à améliorer les choses. Même si les gens vivent plus longtemps, bien, malheureusement, la maladie devient récidivante et devient réfractaire avec les outils standards que l'on a présentement. Il y a des scénarios qui sont souhaitables, scénarios où on a une maladie qui devient vraiment chronique, où on ne la guérit pas, mais on a plusieurs outils pour faire en sorte que l'espérance de vie des gens soit normale avec le myélome multiple, où des périodes ont besoin de traitement, d'autres périodes on peut les observer. Un scénario encore supérieur qu'on souhaiterait au moment où on a un myélome actif, qu'on ait des traitements pour faire disparaître la maladie, on n'a pas encore ces outils-là de façon standard. Ou un troisième scénario encore mieux, c'est qu'au moment où on documente un précurseur du myélome multiple, myélome symptomatique, qu'on ait des outils pour éradiquer la maladie. On n'a pas encore ces outils-là, mais c'est pas juste utopique, probablement que c'est possible de le faire, et donc ça prend de la recherche. Puis on s'en sort pas. L'amélioration qu'il y a eu au courant des dernières années, c'est pas le fruit du hasard, c'est le résultat des recherches de l'industrie pharmaceutique, des universités, des chercheurs indépendants, et ainsi de suite. C'est ce qui a fait en sorte qu'au courant des 10, 15, 20 dernières années en myélome multiple, il y a eu cette amélioration-là. Donc, c'est dans ce contexte-là que le CHER a été créé. Ce qu'on avait besoin, c'est d'équipe. On a besoin des ressources humaines pour faire le travail de bras. Ça prend des muscles, ça prend des têtes, ainsi de suite. On avait besoin des ressources humaines. Ça prend des ressources financières, puis ça prend des ressources, des outils, soit épidémiologiques, des outils statistiques ou encore des outils biologiques, des banques de cellules. Pour les ressources humaines, donc, je suis arrivé à Maisonneuve-Rosemont en 2009. Initialement, on était une petite équipe. Il y avait mon infirmière de recherche qui servait aussi de coordonnatrice de recherche avec mon collègue Jean Roy, moi-même, où on a recruté un troisième médecin pour nous aider dans la recherche clinique en myélome multiple. On s'est doté d'une assistante de recherche pour tout l'aspect réglementaire des études, parce que quand on ouvre une étude, il y a beaucoup de paperasserie, beaucoup de règles avec Santé Canada, avec les compagnies pharmaceutiques, et ainsi de suite. On a engagé une deuxième infirmière, on a engagé une deuxième assistante de recherche, on a engagé quelqu'un pour remplacer lors des vacances, on a engagé une troisième infirmière de recherche, on a engagé une gestionnaire de données pour une base de données, que je vais vous parler tout à l'heure, et on vient d'engager une quatrième infirmière qui vient de terminer tout juste son cours pour former notre équipe de gens sur le myélome multiple pour aller de l'avant vers la recherche. Par rapport à ça, c'est nécessaire d'avoir des collaborations, soit avec des chercheurs fondamentaux pour aider la recherche fondamentale, mais aussi se joindre à des équipes qui ont des liens avec le myélome multiple. La greffe est étroitement liée au myélome multiple, donc on a une collaboration très étroite avec l'équipe de Jean Roy, qui est mon co-investigateur ici, mais qui est un investigateur principal de l'équipe de greffe, où ça nous permet de faire des études avec l'industrie pharmaceutique, des études originales également. C'est une slide pour vous montrer, en fait, les études cliniques que l'on a faites. Je suis arrivé en 2009, donc depuis 2009, pour des patients éligibles à la greffe en première ligne de traitement, des patients non éligibles à la greffe en première ligne de traitement, ou des études dans des contextes où la maladie est récidivante réfractaire. Ça permet de donner accès à des médicaments qui ne seraient pas accessibles autrement pour les patients, et aussi, surtout aussi, ça fait avancer les choses, ça fait avancer les connaissances pour tenter continuellement d'améliorer les traitements standards que l'on a. Ou donc, initialement, ça a commencé modestement, mais vous voyez avec l'équipe, le nombre d'employés, si on peut les appeler comme ça, mais l'équipe de recherche sur le myélome multiple nous permet d'avoir plusieurs études ouvertes maintenant pour tenter de couvrir tous les créneaux, tous les sites où le traitement du myélome multiple peut avoir un intérêt. Donc, c'est utile de faire des études avec l'industrie pharmaceutique, c'est la slide que je vous ai présentée, mais c'est aussi d'intérêt de faire du développement, de l'innovation et de la recherche parallèlement à l'industrie pharmaceutique. Des études originales, des bases de données, des banques de cellules, sites web, on pourrait mettre 3 petits points, c'est coûteux, ça prend de l'argent. Puis les équipes, c'est toujours précaire. Dans notre système de santé où les ressources sont manquantes, où les besoins sont très grands, les équipes sont précaires. Une chaire de recherche, qui est un outil financier, permet d'assurer une certaine pérennité, une certaine stabilité de notre structure de recherche. Imaginons que j'ai une infirmière de recherche qui est très compétente, qui a développé de l'expertise depuis 4 ans sur le myélome multiple, qui me donne un gros coup de main dans les études cliniques, mais je suis dans une période où financièrement c'est plus difficile, je la mets de côté.
J'ai du financement supplémentaire pour d'autres études qui s'en viennent, je veux la réengager. Elle s'est peut-être trouvé un emploi ailleurs, je viens de perdre mon expertise. Donc, tout ça, ça permet de conserver l'expertise puis d'assurer une certaine pérennité dans notre structure de recherche clinique. Donc, la chaire Myélome Canada a été annoncée le 12 septembre 2012. Initialement, c'était à plus bas débit. Actuellement, là, on est vraiment en ascension sur la quantité de travail que l'on fait, qui est une chaire, je dois le dire, philanthropique. Donc, c'est pas une organisation de financement qui nous a donné les sous, ce n'est pas une université, c'est via les dons des gens, dons du pharmaceutique, entre autres Celgene qui a été un grand donateur, Jensen a été un donateur également. Il y a eu la fondation de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, mais surtout, je dois dire, a donné le nom à la chaire et je suis très heureux de ça parce que plutôt qu'elle s'appelle la chaire d'une compagnie pharmaceutique ou le nom d'un patient, ça porte le nom de Myélome Canada, qui est un organisme sans but lucratif, qui est neutre aux yeux de tout le monde, qui permet d'assurer aussi la pérennité de cette chaire-là pour qu'au fil du temps, le capital, donc cet outil financier-là, augmente progressivement. Donc, c'est une chaire capitalisée où on ne touche pas au capital. On veut assurer la pérennité de la recherche sur le myélome multiple. On veut avoir régulièrement, de par les intérêts de la chaire, on veut avoir cet outil financier-là pour nous donner les moyens de faire les choses, mais on ne veut pas toucher au capital. On veut que le capital croît continuellement pour que, année après année, on puisse aller rechercher cet outil financier-là de plus en plus intéressant avec les années. Donc, les objectifs ou la mission de la chaire, un premier, évidemment, c'est central d'améliorer les soins aux patients. Il n'y a pas de but si c'est pas d'améliorer les soins aux patients. Donc, on a fermé une clinique dédiée pour les gens qui ont un myélome multiple où on suit une cohorte d'à peu près 250 à 300 patients qui ont un myélome multiple à Maisonneuve-Rosemont. Le but est de stimuler aussi la recherche clinique pharmaceutique, la recherche originale, je vais vous en reparler, collaboration avec les chercheurs fondamentaux. Un autre but est la dissémination des connaissances. Aujourd'hui, c'est un bon exemple avec les patients, l'entourage, les familles, mais ça aide à former la relève, ça aide à donner de l'enseignement médical continu aux médecins qui sont moins exposés au myélome multiple, mais qui ont des patients avec un myélome multiple. Donc, ça aide à cet enseignement continuel-là pour tenter, au bout du compte, d'améliorer les soins aux patients. Je donne un exemple de recherche originale, donc un projet de recherche que j'ai fait avec une étudiante en formation qui a été présenté à Rome l'an dernier à un congrès de myélome multiple sur lequel on travaille sur le papier présentement, conjointement avec la compagnie de Binding Site qui nous a financé pour cette étude-là, où on regarde l'impact de l'évaluation par les chaînes légères que vous avez entendu parler en fin d'avant-midi, l'évaluation des chaînes légères versus les façons standards d'évaluer le myélome multiple par le pic monoclonal. Ce que l'on sait, c'est que le pic monoclonal, entre autres une IgG, l'IgG kappa ou l'IgG lambda, a des longues durées de vie, dure à peu près 20-21 jours. Donc, quand on arrête la production des anticorps par les cellules de myélome multiple par un traitement, ça prend du temps avant de voir une réponse. Ça prend quelques cycles. Par contre, les chaînes légères ont une très courte demi-vie. Si la fonction rénale est le moindrement normale, il y a une très courte demi-vie de quelques heures. Donc, l'hypothèse était, est-ce que quand on suit, après avoir amorcé un traitement, quand on suit les chaînes légères versus le pic monoclonal, est-ce qu'on arrive à documenter une réponse beaucoup plus précocement? La réponse, c'est oui. On voit les réponses 2 semaines avant d'être capable d'établir les réponses avec la façon standard de regarder les choses, le pic monoclonal. Donc, cette étude-là a été financée par The Binding Site, a été aussi supportée par la chaire. C'est ce type d'étude-là que l'on peut faire. Une étude beaucoup plus importante, beaucoup plus majeure que l'on fait présentement, c'est cette étude-là, une étude qu'on appelle de phase 2, qui regarde l'impact du bortezomib après une allogreffe de cellules souches hématopoïétiques. Donc, pas une autogreffe, mais une allogreffe qui n'est pas un traitement standard en myélome multiple, mais pour lequel, à Maisonneuve-Rosemont, on a une bonne expérience, pour lequel il peut y avoir des bénéfices, même curatifs potentiellement, parce qu'il y a des gens où, après 10 ans, on n'a pas de trace de la maladie. Donc, on va dans cette voie-là parce qu'on a de bons résultats préliminaires où ce qu'on veut faire par cette étude-là, c'est une pierre deux coups. C'est-à-dire qu'après la greffe, il y a des gens qui vont, malgré des traitements intensifs, malgré l'allogreffe, récidiver. Donc, ce qu'on veut, c'est de donner un agent actif contre le myélome multiple après la greffe pour diminuer les risques ou les probabilités que la maladie récidive après une allogreffe. Puis, comme je vais vous mentionner tout à l'heure, l'allogreffe peut avoir des complications immunitaires, de la maladie auto-immune, si vous voulez, associée au processus de greffe, où le bortezomib semble avoir un impact favorable. Donc, on voulait faire une pierre deux coups après la greffe, de donner du bortezomib et
de voir comment les patients évoluent. On a un objectif de 30 patients. Actuellement, on a recruté 21 patients dans l'étude. C'est une étude entièrement financée par la chaire Myélome Canada. Je vous parle de l'allogreffe très, très brièvement, où l'allogreffe, c'est différent de l'autogreffe. L'autogreffe, le but, c'est de donner une chimiothérapie à haute dose pour taper encore une fois par des mécanismes relativement similaires sur les cellules de myélome multiple par une chimiothérapie à haute dose. L'allogreffe, le but principal est d'instaurer en grande partie un nouveau système immunitaire. Si un patient développe un myélome multiple, c'est d'une évidence le fait que son système immunitaire n'a pas été capable de reconnaître comme étranger les cellules tumorales qui sont un peu différentes, qui ont des anomalies immunitaires, si vous voulez, reliées à leur structure antigénique. Ils peuvent être reconnus comme étrangères. Si un patient développe un myélome multiple, c'est une évidence que le système immunitaire semble avoir été dépassé. Ce qu'on veut par l'allogreffe, c'est de réinstituer un nouveau système immunitaire pour que ce nouveau système immunitaire-là, qui est compatible mais pas identique au patient, puisse reconnaître comme étrangères les cellules de myélome multiple. Donc, l'allogreffe, c'est le but ultime, c'est de mettre un nouveau système immunitaire pour avoir cet effet immunitaire-là, ce qu'on appelle de l'immunothérapie, de détruire les cellules tumorales par le système immunitaire et non par de la chimiothérapie. Il y a du pour, qui est l'effet du greffon, donc du nouveau système immunitaire contre les cellules de myélome multiple. C'est ce qu'on veut pour se débarrasser des cellules de myélome multiple. Il y a du contre, parce que si le nouveau système immunitaire reconnaît les cellules de myélome comme des cellules étrangères pour les détruire, bien, il peut reconnaître certains tissus du patient, comme le foie, les intestins, la peau, comme étrangères, puis tenter de détruire certains organes du patient, ce qu'on appelle la GVH, la maladie du greffon contre l'autre. Donc, l'effet favorable, l'effet un peu pervers de la greffe, et globalement, c'est des traitements qui sont toxiques. Ce n'est pas des traitements qui sont faciles pour les patients. D'ailleurs, c'est la raison principale pourquoi ça n'a jamais été un traitement standard pour le myélome multiple. C'est que dans les années 90, on nuisait nettement plus que ce que l'on aidait avec l'allogreffe. Avec des meilleurs traitements de support, des antibiotiques, meilleure compréhension de la greffe, bien, on continue dans cette voie-là parce qu'on a de bons résultats. On a de bons résultats quand on regarde notre expertise qui vient d'être publiée il y a pas longtemps à Maisonneuve-Rosemont sur 92 patients qui ont été allogreffés. Quand on regarde à 10 ans, on a 41% de gens qui sont vivants sans aucune trace de maladie à 10 ans. Et quand on regarde la survie globale, à 10 ans, c'est 61%, 62% de gens qui n'ont pas été... Donc, la maladie peut être active, mais qui sont toujours vivants. En myélome multiple, c'est considéré de bons résultats. Donc, ce n'est pas une étude qu'on appelle de phase 3, mais c'est des bons résultats qui nous incitent à continuer dans cette voie-là. Donc, la chaire Myélome Canada supporte beaucoup ce qu'on appelle l'allogreffe, ou du moins l'immunothérapie, qui est très, très prometteuse en cancer, dont le myélome multiple. Donc, globalement, le bortezomib, on sait qu'il y a un effet antimyélomateux bien connu. C'est un de nos bons outils contre le myélome multiple. Ça a aussi des propriétés immunomodulatrices. Ça semble réduire les risques de GVH, la maladie du greffon contre l'autre que je vous ai parlé tout à l'heure, ou si c'est présent, ça semble atténuer les manifestations. Donc, c'est l'intention qu'on avait de cette étude-là de faire une pierre deux coups. On a les gens qui sont hors étude, traités de façon standard avec un traitement d'induction, une autogreffe, et les gens qui ont un donneur, qui sont éligibles et qui acceptent de participer à l'étude, sont inclus par une allogreffe. Après 4 mois de traitement, on commence du bortezomib, donc du Velcade sous-cutané chaque 2 semaines pour un total de 1 an. Et après ça, on les observe en regardant différents paramètres. Donc, globalement, juste pour vous mentionner, ouvrir une étude comme ça, c'est beaucoup de travail. C'est pour ça que ça prend des gens en arrière, des gens qui s'occupent de l'aspect réglementaire avec Santé Canada, avec les comités d'éthique, ainsi de suite, avec les institutions réglementaires, où, donc, ça prend une idée. Il faut obtenir certaines choses, il faut avoir certains acquis. Dans cette étude-là, c'était important d'obtenir le Velcade. Le bortezomib, c'est un médicament qui, à l'époque, était dispendieux. Il faut écrire un protocole de recherche en pensant à tous les scénarios possibles qui peuvent arriver au courant de l'étude et que les choses ne soient pas reliées au hasard, mais que ça soit bien planifié. S'il arrive telle chose, on fait telle chose, ainsi de suite. C'est pas laissé au hasard, c'est très, très rigide et réglementé, auquel on a déposé à Santé Canada. On a obtenu un certificat du comité d'éthique. On a obtenu l'acceptation de Santé Canada à faire l'étude, et donc on a pu partir l'étude en novembre 2014, où actuellement, je mets 19 patients, mais la réalité aujourd'hui, le temps passe. Depuis le 29 juin, on a 2 patients supplémentaires qui ont accepté de participer à l'étude. On a 21 patients où l'étude se déroule bien.
Quand on regarde après l'induction, après la chimiothérapie initiale, CR, c'est réponse complète. VGPR, c'est des réponses très bonnes, des réponses de bonne qualité sans être des réponses complètes. PR, c'est des réponses partielles, où initialement, on avait 17% de patients qui avaient des réponses complètes. Ou après l'autogreffe, on a 42% des gens qui sont en réponse complète. Ça ne veut pas dire guérison, ça veut dire qu'à nos yeux, avec certains tests qu'on a biologiques, on n'arrive plus à voir la maladie. On sait que la maladie est toujours là, microscopique, mais on n'arrive pas à la voir. C'est des réponses de grande qualité. Ou en post-allogreffe, donc 50%, et après le bortezomib, l'étude est pas encore mature. La première patiente qui a commencé le bortezomib vient de le terminer. Il y a des gens sous études qui sont toujours sous bortezomib d'entretien, mais avec le recul qu'on a d'il y a 2 semaines, il y a 58% des gens qui sont en rémission complète. Donc, il y a des risques associés à la greffe. Parmi les risques, il y a de l'immunosuppression. Quand on fait une allogreffe, le système immunitaire des patients n'est pas à son meilleur pendant des mois et des mois et des mois. Relié à l'étude, il y a 2 patients, malheureusement, qui sont décédés de complications infectieuses. Une probablement virale, l'autre bactérienne. Donc, malgré des bons résultats, c'est pas sans risque. L'autre chose, c'est qu'on a une patiente qui, au-delà des 12 patients, il y a une patiente numéro 15 ou 16, qui a, au jour 30 de l'allogreffe, a récidivé complètement le myélome multiple malgré tous les traitements qu'on lui a donnés. Donc, c'est pas sans risque. C'est la raison pour laquelle l'inclusion à l'étude inclut des patients qui sont des gens qui ont une génétique défavorable. On prend pas tout patient. Les gens qui ont une génétique favorable ou des gens où, par notre boule de cristal qui est imparfaite, ont pas de facteurs à moins bon pronostic, ne sont pas inclus dans l'étude. C'est des gens qui, de par des marqueurs biologiques ou génétiques, risquent de moins bien aller. Donc, c'est la raison pour laquelle on les expose à des risques de mortalité. Les patients en sont conscients, mais quand on a, par exemple, 41 ans, qu'on a un myélome multiple, le docteur peut bien mentionner, bien, les choses s'améliorent, vous pouvez vivre 8 ans, 9 ans, 10 ans, bien, c'est bien, mais quelqu'un de 41 ans qui va vivre 10 ans va juste avoir 51 ans. Donc, c'est un peu le contexte où, actuellement, avec la chaire Myélome Canada, on fait des études sur l'immunothérapie. C'est un traitement prometteur qui n'est pas sans risque, mais les choses s'améliorent au fil du temps. Parallèlement aux études originales que l'on fait, on a amorcé en 2011 une banque de cellules. Donc, on collecte, quand on fait un examen de moelle au patient, on demande le consentement au patient pour prendre des échantillons supplémentaires. On prend 8 millilitres de plus de moelle qu'on va purifier en cellules de myélome multiple versus le reste des cellules pour les congeler. Comme ça, quand il y a un chercheur qui a un intérêt, qui a une idée, qui a besoin de matériel biologique de patients qui ont un myélome multiple, c'est disponible pour faciliter la recherche. Donc, au fil du temps, les patients donc donnent leur consentement, on regarde les cellules, on les caractérise génétiquement. Une portion des données cliniques du patient, c'est pas nominal, le patient est complètement anonyme, mais on va prendre des coordonnées comme après quelle ligne de traitement le patient, quelle ligne de traitement antérieure le patient a reçu, quelle sorte de myélome multiple il avait, toutes sortes de données qui peuvent être utiles aux chercheurs pour tirer des conclusions par rapport aux résultats qu'il peut avoir. Et les cellules qui restent, on les met en banque, justement pour stimuler la recherche. Donc ça, c'est en cours actuellement à Maisonneuve-Rosemont où on prend 8 millilitres de moelle supplémentaire, on fait des purifications de cellules où on a des populations pas mal pures de 96, 97, 98% de cellules pures de myélome multiple d'un échantillon donné et on les caractérise génétiquement avec toutes sortes de marqueurs pour voir quelle sorte de myélome multiple le patient a. Parallèlement à ça, on a engagé il y a un peu moins d'1 an une gestionnaire de données, une archiviste médicale pour nous aider à construire, d'où les icônes ici, à construire une base de données qu'on fait présentement. Et à travers Myélome Canada, il y a une intention nationale d'avoir une banque de données nationale sur le myélome multiple. Ben, on participe à ça. On a déjà amorcé la collecte de données des patients. Bien évidemment, les patients signent un consentement. Donc, chaque chose que l'on fait, qui n'est pas des choses standards, reliées à la recherche, les patients ont toujours donné un consentement. On fait accepter des protocoles de consentement par notre comité d'éthique pour faire en sorte que ça soit éthique ce que l'on fait relié à la chaire Myélome Canada. Dernier point, c'est un site web qui est disponible, d'où l'adresse que vous avez ici, www.chairemyelomecanada.org, qui est un site actuellement encore juste en français. Je travaille sur la version anglaise présentement, mais qui donne passablement d'informations pour des patients, pour les résidents, pour les médecins résidents en formation qui sont intéressés de lire sur le myélome multiple, pour les études cliniques qui sont en cours actuellement à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Donc, il y a beaucoup d'informations sur ce site-là.
Donc, globalement, la chaire Myélome Canada, c'est une plateforme, c'est un outil financier qui nous donne les moyens, des moyens pour la recherche originale, la base de données, banque de cellules de myélome multiple, qui stabilise la structure de recherche à l'hôpital, puis ça nous permet d'avoir un levier. Par exemple, si on fait une demande de bourse à un institut gouvernemental pour avoir du financement pour une étude, ça prend des résultats préliminaires. Si on n'a pas d'argent pour faire des résultats, pour obtenir des résultats préliminaires, ben là, on rentre dans un cercle vicieux où c'est difficile d'obtenir du financement. La chaire nous permet ce levier-là pour pouvoir faire des demandes de bourse en bonne et due forme et d'avoir plus de chances que des demandes de bourse soient acceptées pour continuer à encourager la recherche sur le myélome multiple. Merci beaucoup. Donc, un gros merci au Dr Richard Leblanc pour ces 2 présentations. Je vais débuter avec les questions. En ligne, Sylvie qui nous demande: quel est le nombre d'années le plus long de survie enregistré depuis le diagnostic de myélome multiple, dans un premier temps, suivi de « Les traitements sont-ils différents dans les différents hôpitaux ou selon le médecin traitant? » Donc, pour la première question, côté survie, on est toujours mal à l'aise à parler de ça, avec raison. Les patients, souvent, nous posent pas les questions parce qu'ils ne veulent pas avoir les réponses. Puis le docteur, pas qu'on n'a pas les chiffres, mais quand on ne nous pose pas la question, on ne répond souvent pas parce qu'on assume que le patient n'est pas prêt à avoir ces discussions-là. Puis quand il nous pose les questions, on donne des moyennes. Puis ça, c'est important, la notion de moyenne. Quand on donne une moyenne, on dit à un patient, ben en moyenne, vous pouvez avoir de l'ordre de 5 ans. Les patients sortent du bureau en ayant l'idée, je vais vivre 5 ans. Non, c'est une moyenne. Malheureusement, comme je disais tout à l'heure, l'évolution d'un patient spécifique peut être à gauche de la moyenne. Heureusement, on souhaite que ça arrive souvent, que ça soit à droite, mais ce sont des moyennes. Mais une fois qu'on a dit ça, ben c'est quoi l'espérance de vie maximale? En fait, il n'y a pas de chiffre. En médecine, tout est possible. Je vous donne un exemple. J'ai un patient que je suis présentement, qui m'a été transféré par un hématologue qui a pris sa retraite, qui lui avait été transféré par un docteur qui est décédé d'une autre cause. Donc, ça me fait peur un petit peu parce que je suis son 3e hématologue. Mais tout ça pour vous dire que ce patient-là a un diagnostic depuis 1996. On est en 2016, ça fait 20 ans. Donc, en médecine, tout existe. Par contre, l'autre côté du spectre, il y a des gens qui sont diagnostiqués aujourd'hui où malheureusement le myélome est très agressif et 2 mois, 3 mois plus tard, la maladie a fait son œuvre. Donc, tout existe, il n'existe pas de maximum ou il existe des moyennes, mais un patient n'est pas une statistique. Si le patient à 8 ans est toujours vivant, c'est 100% de survie. S'il est décédé, c'est 100% de décès. Un patient n'est pas une statistique. Pour la deuxième question. Les traitements sont-ils différents? Les traitements sont différents. Au Québec, on a accès à toutes les mêmes choses. Par contre, la littérature médicale, parfois, comme je vous ai mentionné pour la première présentation sur l'entretien, ben il y a souvent, il n'y a pas une étude qui regarde une question. On a plusieurs études qui regardent une question avec des résultats qui peuvent être différents d'une étude à l'autre. Donc, une raison pour laquelle, dans un centre versus un autre, tout n'est pas fait exactement pareil, c'est que les études ne sont pas analysées ou perçues de la même façon d'un docteur versus un autre quand on a de l'information parfois contradictoire. Donc, avant d'avoir les méta-analyses, là, avec la méta-analyse, ça va probablement convaincre des médecins qui ne croyaient pas beaucoup à le traitement d'entretien avec le Revlimid, peut-être d'en donner un peu plus. On est balisé par les études, mais quand ça reste des sujets controversés, ben là, il y a de la latitude sur l'utilisation de telle chose ou la non-utilisation de tel autre outil. Une fois qu'on a dit ça, ben parfois, on a des traitements qui sont similaires. Donc, de faire un traitement A ou un traitement B, ça donne des résultats similaires avec les études que l'on a. C'est une deuxième raison d'avoir des traitements qui peuvent être différents d'un patient à l'autre. Donc, effectivement, tous les patients ne sont pas exactement traités de la même façon d'un centre à l'autre, mais on suit la même littérature où parfois elle peut être interprétée de façon différente. Est-ce qu'il y a des questions en salle? Oui. On va attendre le micro. Voilà. Oui, j'aimerais savoir, vous avez fait des recherches sur la multiplication de sang de cordon. Est-ce que ça peut aider pour le myélome, ça?
Actuellement, donc, on parle de contexte d'allogreffe. C'est pas standard, l'allogreffe. Donc, le message ici, c'est pas standard. Sous recherche, c'est éthique. Dans un contexte de recherche, hors contexte de recherche, ça peut être discutable. On l'encourage dans un contexte de recherche. Une fois qu'on a dit ça, le greffon allogénique peut provenir de différentes sources. Normalement, première étape, on regarde dans la famille. Est-ce qu'il y a un donneur qui serait compatible? Pas identique. S'il est identique, c'est un jumeau identique. Ça peut faire l'affaire, mais globalement, on regarde dans la famille. S'il n'y a pas de donneur dans la famille, on va plus loin. On va dans des données, des registres internationaux, si vous voulez, des banques internationales pour voir s'il y a un donneur quelque part compatible. En myélome multiple, on se limite à ça, même dans un contexte de recherche présentement, parce que les résultats avec les centres cordons ou avec ce qu'on appelle des greffes haploidentiques, donc la moitié de compatibilité, l'autre moitié n'est pas compatible, ce n'est pas recommandé du tout. Puis sous recherche, bien, les résultats sont assez décevants actuellement, les toxicités sont grandes. Donc pour répondre à votre question, c'est pas souhaitable actuellement avec les données qu'on a de diriger vers ça. Si on pense à l'allogreffe, c'est des greffes un peu plus standards, soit apparentées, soit non apparentés, mais on ne va pas dans les autres alternatives de greffons. Une autre question en salle? Oui. C'est une question plus pratico-pratique. Étant basé à Montréal, est-ce que si vous couvrez la clientèle montréalaise ou sinon, si on est ailleurs, si on est référé par notre médecin, on peut... Je ne fais pas de deuxième opinion de base. Quand on a besoin de deuxième opinion, je demande au médecin qui traite un patient X, un patient Y, de m'appeler. Je réponds aux questions, je réponds à mes appels. Mais on n'a pas la capacité, avec des ressources limitées, j'ai pas la capacité de suivre tous les patients qui désiraient être suivis à Maisonneuve-Rosemont ou que Dr Lalancette suive tous les patients de l'Est de Montréal, ainsi de suite. C'est pas possible. Donc, il y a possibilité d'avoir des deuxièmes opinions. Un médecin appelle Dr Lalancette ou les gens qui ont de l'expertise plus sur le myélome multiple. Mais non, donc les gens qui ont déjà un hématologue, je ne les prends pas en charge, sauf s'il y a potentiel d'une étude clinique. Un patient, par exemple, qui est intéressé à une étude clinique, je suis très intéressé. J'encourage énormément la recherche clinique. Je trouve ça décevant que pas un plus grand nombre de patients au Québec, au Canada, participent aux études cliniques. Il faut encourager ça. Donc, dans un contexte de recherche clinique, ça me fait toujours plaisir de rencontrer les patients, de voir s'ils ont réellement le souhait de participer à une étude, puis si on le souhaite, est-ce qu'ils sont éligibles. Donc, une dernière question qui va venir en ligne. Une question de Guy. Comment bénéficient les patients des autres hôpitaux, ça recroise un peu ce qui était demandé, des bénéfices de la chaire de recherche myélome multiple? La réponse, c'est pas spécifique de la chaire, c'est qu'il y a de la recherche un peu partout dans le monde et les données de la recherche sont accessibles pour tout le monde. Donc, ça permet de faire avancer les choses pour avoir des outils supplémentaires accessibles. Donc, de façon standard, les connaissances font en sorte qu'on a des médicaments standards qui deviennent sur le marché. Donc, c'est pas un impact direct du jour au lendemain de la recherche qui se fait par tel chercheur ou tel autre chercheur ou tel groupe de chercheurs. C'est plus l'effet de masse de toute la recherche qui est faite sur le myélome multiple. Indirectement, donc, si un projet de recherche qui se fait dans un centre qui ne se fait pas dans l'autre et qu'un patient serait éligible et aurait la volonté de participer à une étude, ça serait souhaitable que ce patient-là puisse être transféré d'un hôpital à l'autre pour participer à une étude clinique. C'est vrai pour Maisonneuve-Rosemont, c'est vrai pour ailleurs. Donc, souvent, je reçois des appels de l'extérieur. Donc, je suis localisé à Montréal, des appels d'un rayon géographique relativement proche. Les gens ne feront pas 3 heures de route pour plusieurs fois par semaine ou une fois par semaine ou aux 2 semaines pour participer à une étude. Il faut que ça soit réaliste. Mais j'ai des appels de Saint-Jérôme, de Joliette, de Cité de la Santé de Laval, de la Rive-Sud, ainsi de suite, pour des patients qui auraient un intérêt de participer dans une étude. D'ailleurs, sur le site web, toutes les études qui sont faites à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, tous les critères d'éligibilité, soit les critères d'inclusion, les critères d'exclusion, figurent tous. S'il y a un intérêt d'un patient à participer à une étude, bien, le médecin, qui pourrait être un médecin référent pour ces études-là, a accès à tout ça pour voir si le patient qui est en face de lui pourrait potentiellement être éligible, oui ou non. Oui, j'aurais une autre question. Est-ce qu'il y a des recherches avancées avec les autres pays?
La réponse, c'est oui. Il y a des pays, en fait, qui font plus de recherches, des pays qui en font moins. Pour un site tumoral, un pays peut en faire beaucoup, puis le même pays, pour un autre site tumoral, peut en faire moins. En myélome multiple, les pays qui ont eu un gros impact, il y a la France qui est en tête de liste. À côté de ça, il y a la Grèce, il y a l'Italie, il y a l'Espagne, qui sont des gros pays qui ont un gros impact. Les États-Unis, le Canada, on est en train de s'organiser. Ça fait à peu près 7, 8, 9 années via Myélome Canada. C'est vraiment via Myélome Canada que différents médecins, chercheurs, fondamentalistes, peu importe, ont pu s'organiser autour de Myélome Canada pour générer une structure un peu plus stable de recherche, de se réunir régulièrement lors de congrès, en dehors de congrès, pour discuter de recherche puis de voir des projets communs qu'on peut faire. Et donc, actuellement, il y en a un qui est en cours. Il y en a plusieurs qui sont en cours. C'est via Myélome Canada. Donc, oui, il y a une structure de recherche qui se crée au Canada, mais on n'a pas un recul de 40 ans de recherche sur le myélome multiple.